Hello Séverine. Hello. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses liées au mindset de croissance, à comment finalement on peut grandir en tant qu'individu. Mais est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors, ce que je fais aujourd'hui, si je devais résumer, j'enseigne le pouvoir des croyances et j'enseigne aux enfants à construire un système de croyances qui soit illimité. J'enseigne aux adultes à se libérer de leur système de croyances limitant et j'enseigne aux entrepreneurs, aux leaders à lâcher toutes les limites et à traverser le ciel. Tu fais ça à travers différents outils, donc parce qu'il y a des choses plus liées effectivement au mindset pur, comment finalement on maîtrise un peu mieux son esprit, ou on l'oriente d'une certaine façon pour accomplir plus ses rêves, et puis un autre côté qui est plus dans le corps, ou Ouais. dans le lâcher prise et dans tout ce qui est justement lâcher ce contrôle qu'on peut avoir. Comment tu as commencé à acquérir tous ces outils et à te former à tout ça toi? J'ai vraiment eu un début de vie, on va dire, tout ce qu'il y a de plus classique, lisse. J'ai, comme beaucoup de Parisiennes de mon âge, et de ma génération, j'avais ce destin tout tracé en tête, faire des études, commencer à travailler, me marier, avoir des enfants. Et j'avais en bonus, moi, ce rêve, depuis que j'avais 12 ans, d'aller vivre à San Francisco. Ouais. Et donc, j'ai fait un peu tout ça, les études, le travail. J'ai travaillé en marketing pendant 12 ans au final, dans une boîte à Paris et puis après aux États-Unis. Quand je suis arrivée à San Francisco, donc avec mon mari et mon fils, j'ai commencé à travailler pour une boîte française parce que je comprenais rien à l'anglais. Une petite start-up. Entre-temps, j'ai eu ma fille. Et là, je parlais assez bien anglais et je suis partie travailler dans une boîte américaine qui était une petite start-up au départ, qui a fait vraiment le parcours qu'on voit à la télé des start-up de la Silicon Valley, qui a explosé. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé dans cette boîte, parmi les plus grands leaders du monde. On est rentré en bourse. C'était vraiment la croissance XXL, où on embauchait 50 personnes par semaine dans le monde. On était tous dans un bain, une énergie, un univers qui était lunaire. Mais vraiment, c'était la boîte où toutes les idées sont permises. Il suffisait d'avoir une idée, on nous donnait les ressources, la motivation, le coaching, tout. On avait vacances illimitées. La seule contrainte, c'était de pas prendre plus de 3 semaines d'affilée. Salaire quasiment illimité. On bossait d'où on voulait, quand on voulait. Tant que le boulot était fait, on faisait ce qu'on voulait. On construisait nos équipes, tout passait par les raccourcis. Et donc, entre le jour où j'ai commencé à bosser dans cette boîte, où j'étais toujours la petite Française qui arrive impressionnée d'avoir été embauchée déjà, et le CEO est arrivé, il nous a dit à tous, vous avez été embauchés parce que vous êtes des leaders. Et ce jour-là, que j'oublierai jamais, je me suis dit, waouh, oups, qu'est-ce que je fais là? Et vous avez... Tu ne te sentais pas leader à l'époque? Non, je me sentais pas leader et on nous disait qu'on avait quelque chose que personne d'autre n'avait dans la boîte. Et ça me semblait chouette, mais pas sûr, quoi. Clairement, ils ont eu confiance en moi avant que moi j'ai eu confiance en moi. Ça, c'est une belle clé parce que parfois, on se fait coacher par des gens et ils voient le potentiel en nous, le potentiel, toutes les choses qu'on voit pas soi-même. Ouais. Ou même, fake it until you make it. You make it. En gros, tu dois incarner cette personne Ouais. dans aujourd'hui, même si tu ne l'es pas encore dans ton identité, tu n'as pas encore la réalité, que ce soit sur ton compte en banque ou sur, j'en sais rien, donc c'est les résultats en fait. Ouais. Ça, c'est un peu l'esprit ou... C'est l'esprit, finalement, c'est le syndrome de l'imposteur qu'on vit tous. Ouais. Fake it till you can make it, c'est va au-delà de ta zone de confort et puis continue jusqu'à ce que ça devienne ta zone de confort. Ouais. On le fait déjà en France, mais pas avec cette mentalité de allez, on y va, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on incarne la suite. On y va plus en se disant au secours, au secours, au secours, au secours. C'est vraiment cet écart de mentalité, mais oui, complètement, ouais. Là-bas, on est poussé à aller plus loin, à pas avoir peur. Et dans cette boîte, notamment, l'échec n'existait pas. C'est pas un mot qui était jamais utilisé. Et quand quelque chose ne marchait pas, la seule chose qu'on faisait, c'était s'installer pour comprendre ce qui avait pas marché, ce qu'on peut faire différemment, est-ce qu'on refait la même chose, est-ce qu'on fait autrement, est-ce qu'on s'entoure d'autres personnes, mais jamais c'était un échec. Ouais. Au contraire, c'était grâce à machin qui a tenté un truc différent, unique, et ben on va apprendre plein de choses. Il y avait une énergie qui était palpable. Tout était toujours moteur. On
on avait beaucoup de coaching, on faisait des tests de personnalité pour comprendre mieux qui on était, comment on fonctionnait. Et il y avait pas de ah bah moi c'est mieux que toi. C'était ok, toi t'es comme ça et moi je suis comme ça, donc c'est parfait, on est compatibles et complémentaires. Et je me rappelle surtout d'un exercice où on avait tous un papier au mur. On était une équipe de 10 à peu près. Et sur le papier, il y avait un trait au milieu. Et à gauche, il y avait Areas of Genius, donc là où on est génial, et Areas of Improvement, là où on peut s'améliorer. Il n'y a jamais rien de négatif. Et c'est pas hypocrite ou superficiel comme on entend souvent, les Américains, ils sont superficiels. C'est vraiment juste dans le positivisme. Ouais. Et c'est appréciable à vivre et dans le travail, à la maison. J'imagine rester 12 ans dans cet environnement, t'as Ouais, t'as ouais, évolué vitesse grand V, quoi. ouais. Et 5 ans dans cette boîte. Et donc, fast forward, au bout d'un moment, à peu près 3 ou 4 ans dans cette boîte, je me rendais compte que j'avais complètement changé. J'arrivais dans cette boîte comme si c'était la mienne, je disais bonjour à tout le monde, mais pas avec l'arrogance qu'on peut imaginer ou le côté ouais, je suis bien, je suis valorisée, y a personne n'est mieux ou moins bien et c'est une boîte qui prônait beaucoup la diversité et l'inclusivité. Comme beaucoup d'autres boîtes, mais qui le font plus pour un aspect marketing. Bon, bah, on a des quotas, on va prendre tant de comme ça. Là, c'était une force pour la boîte. Ouais. Donc ouais, la diversité inclusive, pour de vrai, c'est d'une puissance qui est impossible je pense, à imaginer tant qu'on n'est pas assis autour de la table. Ouais. Parce que chaque personne, donc moi, la petite maman célibataire française, j'étais plutôt jeune sur la table, j'avais ce que j'allais dire allait être pris en considération et valorisé autant que ce qu'allait dire le PDG. Wow. Et que la stagiaire, et que l'afro de 18 ans, et que l'homme, femme, avec la voix qui déraille. Et enfin, concrètement, c'était ça. Et c'était chouette, en fait, de voir tout ça. Et les couleurs, et les idées, et les cultures qui se mélangeaient. Ouais. Et d'être assis là, et de savoir que on allait être entendu, écouté, valorisé. Mais ça faisait qu'on prenait la parole plus facilement pour donner une idée. Et même si l'idée était nulle, elle rebondissait sur autre chose. Et qu'il fallait pas hésiter à le dire parce qu'il y avait toujours une utilité. En fait, quand on est assis dans un contexte comme ça, on n'a pas peur de parler. Ouais, c'est ça. On n'a pas peur d'y aller et on passe à côté de beaucoup moins de bonnes idées. Ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est un peu ouais. Ouais, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi quand moi j'ai passé 1 an aux États-Unis quand j'étais jeune fille au pair et la famille dans laquelle j'étais, ils m'avaient payé des cours à l'université de New York et en fait à l'époque j'avais été vraiment surprise du fait on me sollicite tout le temps pour parler, pour avoir mon avis sur plein de choses et des fois j'étais là mais j'ai pas d'avis là-dessus mais OK, allez. Ouais. Et puis finalement tu commences à parler et ça vient et tu donnes ton point de vue. Ouais. Chose qu'en France on me demandait jamais et Ouais. moi j'étais un petit peu timide en plus et tout donc et c'est vrai que ça c'est très dans la culture américaine de ouais je te donne vraiment la parole que je te laisse t'exprimer et ça ouais ça aide à prendre sa place, ça c'est clair. Donc ça tu as fait ça effectivement, t'étais dans le bain quoi de t'étais dans le bain de la confiance en soi d'une certaine manière. J'étais complètement et d'une confiance en soi qui est hyper pure. Il y avait pas d'arrogance, il y avait pas de compétition. Ouais, c'est ça. C'était vraiment toi tu as toutes ces qualités, toutes ces ressources. En fait c'est là aussi où j'ai compris la différence entre un leader et un boss. Le leader, il va valoriser son équipe pour obtenir le meilleur de son équipe. Ouais. Le boss, il va écraser son équipe pour se valoriser lui. Oui. Le côté hiérarchique et plus une hiérarchie verticale qu'horizontale. Complètement. Ouais. Et les leaders, les leaders de chaque équipe, parfois même on savait pas trop ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient vraiment derrière leur équipe à les valoriser, à tous leur donner des ailes. Et eux, en fait, ils étaient juste là pour les élever. Ouais. Un peu comme on devrait faire dans la parentalité. Élever nos enfants et leur donner des ailes. Vas-y. C'est un peu des coachs pour les enfants. Donc, exactement. Ouais. Et ça t'a amené du coup à explorer la confiance. Oui, parce que là, t'étais dans le bain, quoi. J'étais dans le bain. Mais et je voyais que quelque chose avait changé, ou que je changeais, que je me sentais illimitée, que tout était possible. Et donc à ce moment-là, il y a eu un événement personnel. Le père de mes enfants est parti du jour au lendemain et mes enfants se sont retrouvés avec moi toutes seules aux États-Unis. Ils avaient 3 et 6 ans. Et quand ils sont allés lui rendre visite pour la première fois en France, ils se sont retrouvés un peu perdus, sans moi, tout seuls, dans une famille qu'ils connaissaient pas très bien. Ouais.
Et ma fille m'a appelée en panique. Et il y a quelque chose qui a fait tilt, ou qui a explosé en moi d'abord. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve ce que c'est que ce truc qu'on m'a pas appris à moi, qui m'a manqué toute mon enfance, et qui, s'ils arrivent à le développer, qui va faire que qu'ils soient avec moi ou sans moi, qu'ils soient à l'autre bout du monde ou à San Francisco, ils seront bien. Ouais. Ils auront pas peur, ils auront confiance, ils seront ancrés. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, ma vie a basculé parce que j'ai commencé des recherches, mais vraiment que pour moi et mes enfants, pour eux, pour leur transmettre ce qu'on m'avait pas transmis, et que je voulais qu'ils gagnent pour pouvoir ne pas perdre l'équilibre à chaque fois qu'ils étaient plus avec moi. Ouais, quelles que soient les circonstances extérieures, quoi. Exactement. Et puis, il y avait aussi quand même ce côté culturel. Oui. Entre les États-Unis et la France, c'était le choc pour chaque vacances. Ouais. Et rapidement, j'ai compris que la clé, c'était la confiance en soi. Alors, ça paraît un peu waouh, génie. Mais la vérité, c'est que quand je dis que j'ai commencé des recherches, d'abord, c'était identifier ce que c'était la confiance en soi, comprendre ce que c'est la confiance en soi. Est-ce qu'on peut la développer à n'importe quel moment, ou est-ce que c'est un truc avec lequel on est ou pas? Et ensuite, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des outils? Et puis, ça sert à quoi au final, quand même, la confiance en soi? En quoi ça va nous aider? Et ce que je me suis aperçue, enfin ce que j'ai découvert à travers les études, alors j'ai balayé large. En fait, je voulais pas rentrer dans un cursus ou suivre une formation, parce que je voulais suivre ce qui m'intéressait, là où j'étais appelée. Et j'ai étudié les neurosciences, les religions, la méditation, le cerveau, les maladies, la quantum physique. Enfin, c'était vraiment ce qui m'appelait, ce qui avait du sens. Le yoga, j'ai fait une formation pour enseigner le yoga aux enfants, parce que je me doutais bien qu'ils allaient pas vouloir faire des vinyasa et avec moi dans le salon. Et à travers tout ça, ce que j'ai découvert, c'est que tous les experts de tous les domaines, que ce soit le cancer ou comment apprendre, ou comment gagner beaucoup d'argent, ou comment être en bonne santé ou heureux, tous les experts disent, chacun dans leur domaine, la même chose: la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est d'abord apprendre à se connaître. Donc le corps. Oui, déjà, souvent, on ne sait même pas le nom de nos os, ou est-ce qu'on a des muscles, Alors c'est bien parce que tu l'enseignes aux enfants, mais je suis sûre que les adultes, on n'est pas beaucoup mieux. Avec Parfois, on ne sait pas complètement. forcément comment on fonctionne. Non, mais c'est génial. Combien est-ce qu'on a d'os dans le corps? Je suis capable de te répondre. 1700, 24, bon, On 200, en a beaucoup. 206. 206, mais rien que dans les mains, on en a 50 au total. Ouais. Et rien que ça, en fait, c'est fascinant. Waouh, on connaît tout sur l'histoire géo, les maths, la culture G, mais alors nous, physiquement, et puis ensuite, on n'est pas que un physique, et on le sait. Et ça n'a rien de wou-wou de dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une personnalité. C'est un peu le toc-toc, il y a quelqu'un là-dedans. Et c'est cette personnalité, elle est constituée de plein de choses. Et gagner en confiance en soi, c'est d'abord apprendre à découvrir qui on est à l'intérieur. Tout ce qu'on est et tout ce qu'on n'est pas. Parce qu'on passe une grosse partie de notre vie à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, parce que ça a l'air cool d'être comme cette personne et cette personne. Alors si on se met à regarder à l'intérieur, à se dire, mais en fait, elle est cool cette personne aussi. Et en fait, cette personne, elle est unique. On essaye d'être quelqu'un d'autre alors que ce quelqu'un d'autre, il est déjà pris. Et donc, apprendre à comprendre nos ressources. Alors, certains naissent... on a tous un petit kit de démarrage au départ. Donc, certains ont des aptitudes en logique, en intelligence émotionnelle, on va dire, en créativité, et puis d'autres complètement autre chose. Et on n'est pas en compétition, on est complémentaires tous les uns des autres. Donc apprendre à comprendre ça, accepter, à s'aimer, à aussi accepter, bon bah alors ça, c'est pas mon truc, je suis nulle. Du coup, je vais me laisser guider par d'autres qui peuvent m'aider. Moi, en échange, je peux aider là-dessus. Et donc j'ai plongé tout mon temps libre dans des recherches. Et au bout de 2 ans, je me suis aperçue que tout ce que j'avais transmis à mes enfants, et j'avais vu mes enfants se transformer à travers tout ce que j'avais changé et notre relation. Et je me retrouvais vraiment toute seule, maman solo, à élever 2 petits bouts en bas âge, et c'était tranquille. C'était facile parce qu'en fait, avec tous les ajustements et tout ce que j'avais appris, j'avais réussi à retrouver ma place de maman, de guide, et à rendre à chacun de mes enfants, pourtant jeunes, mais de 5 et 7 ans, le contrôle de leur vie. Et du coup, de les accompagner à grandir, à s'élever. En fait, c'est toujours calme dans la maison, toujours des rires, toujours... Je me suis dit, ok, je crois quand même qu'il y a un truc, parce que certes, mes enfants sont exceptionnels, mais je pense quand même qu'il y a un truc dans l'éducation à transmettre, parce que
Même moi, je suis tout le temps zen. Bon, après, ça reste des enfants, ils font des caprices, ils ont des émotions et tout, mais ça m'atteignait pas comme ça m'atteignait avant, et du coup, je pouvais être beaucoup plus présente pour mes enfants, alors que j'avais ce job de fou, que je les élevais toute seule, que j'avais, enfin. Ouais. Donc je me disais, il y a quand même un truc. Donc, parce que tout ce que j'apprenais, je me l'appliquais. Quand on apprend des choses, quand on lit des livres, et ça me surprend toujours, quand on comprend une théorie, en fait, un concept, ça représente 10% du chemin. Oui. Et donc, ces 10% du chemin, si on commence pas à les appliquer, à s'entraîner, on les perd. Et Ça, c'est une surtout, clé énorme parce que c'est vrai que souvent, on s'intéresse au développement personnel, on va faire plein de choses, des ouais, formations, mais effectivement, on va pas passer à l'action derrière et cetera. Donc toi, qu'est-ce que, par exactement. exemple, tu as commencé à appliquer Ouais. qui a vraiment été un game changer? Enfin, Game changer, la méditation, ah oui. en premier. Vraiment, la méditation, elle est arrivée sans que je la cherche. Donc tu C'est méditais quelqu'un... pas avant, tu as Non. commencé à méditer à partir de... Ah non, puis alors moi, je faisais partie de ces gens qui disaient: «Bon, le yoga, ah non merci, le stretching et la méditation, jamais, Attends, quoi». tu es devenue prof de yoga sans faire de yoga avant, tu as démarré J'ai démarré à ce moment-là, quand je me suis dit: «Il faut que je trouve ce que je dois transmettre à mes enfants». Il y a eu un concours de circonstances, j'étais à Bali pour surfer, les vagues étaient monstrueuses, et une fille de là où j'habitais me dit: «Viens, on va à un cours de yoga». Je lui dis: «Non merci, c'est pas pour moi. Tu vas voir, il y a autre chose, ça devrait te plaire». Et j'ai pleuré pendant 1 heure sur le tapis, Ah ouais, et je suis la restée 10 révélation, jours, quoi. la révélation. Et là, j'ai fait 3-4 heures de yoga par jour à me demander ce qui m'arrivait, à sentir, des choses en moi, Là, à... ce que je trouve cool là dans ce que tu dis, c'est que souvent on cherche notre voie, tu vois. On peut chercher notre voie, mais toi, en fait, t'as exploré quoi. Enfin, Ouais, tu t'es dit, bah, t'as ah ouais, as dit oui aux opportunités entre guillemets. complètement. Euh, Et surtout, j'ai vu qu'il se passait un truc, et là, j'ai continué. Enfin, 3-4 heures de yoga quand on en a jamais fait, je dormais oui, bien la nuit. j'imagine. Ah ouais. Et la méditation, pareil. J'ai un jour quelqu'un qui m'a lu un passage d'un livre de Thich Nhat Hanh, Mhm. un Ouais. moine vietnamien, Ok. qui a lancé la pleine conscience. C'est lui qui est à l'origine, dans le monde, D'accord. enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, mais qui Oui. l'a Diffusé quoi, qui a diffusé. commencé à le faire connaître. Ah, Voilà. d'accord. Et on me lit une page de ce livre, et waouh, il se passe un truc, un calme, un truc incroyable. Et donc j'ai commencé à lire son livre. Il est tout petit, hein, c'est des tout petits chapitres. À chaque fois que je lisais un chapitre, c'est une page recto verso quasiment. Ok. Je passais 1 semaine à faire ce qu'il y avait écrit dans cette page. Ah, 1 voilà. semaine, On plusieurs fois mettra le par jour. lien sous cette vidéo. Ouais, oui. Plusieurs fois par jour, et à voir les effets. On dit que, en faisant 5 minutes de méditation par jour pendant 8 semaines, Mm. pour commencer, la matière grise du cerveau commence à changer. Mm. On se trouve moins stressé, plus détendu, on a plus de clarté d'esprit. Enfin, la méditation a sauvé ma vie, littéralement. Ouais. Mais c'est, voilà, ça a été le truc le plus changeant pour Ouais, moi. c'est ça. Pratiquer la méditation dans chaque moment de la vie. Et puis ça nous aide à revenir à du monotâche. Mm. Parce qu'on est super fiers de savoir faire du multitâche. Moi, j'étais la reine, hein. Je pouvais même faire des trucs avec mes pieds. Mais en fait, en faisant du multitâche, on passe à côté de sa vie. On court tout le temps. On est dans la roue du hamster, là. On court, tu cours où? Je sais pas. On court, on y va, on y va, on y va. Et en fait, la méditation, ça nous aide à revenir à la réalité, à la simplicité de la vie, qui est, y a rien à atteindre. Euh, on est, au paradis, et en fait, on peut enlever plein de choses de notre vie, plein de contacts aussi. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de résister, on peut laisser un flow arriver. Enfin après, c'est une pratique, Oui. c'est beaucoup de petites choses, mais je Oui, dirais une le forme yoga. de reconnexion à soi, au vrai soi, quoi, mais aussi le côté où ouais, on laisse circuler la vie et on s'attache pas aux choses ou aux gens, enfin aux gens, on peut Oui, aimer oui, les oui, gens, mais s'attacher, c'est encore différent. ouais. On se Euh, recentre sur soi. ouais, c'est ça, on Parce se que ressent. toutes les souffrances et toutes les peurs, elles viennent, de l'ego et Mm, des croyances limitantes, mm, et de l'apparence, de ce que les autres pensent, du jugement, vraiment, si on réfléchit 2 secondes et qu'on enlève ça et qu'on se dit: «Bah, si personne n'était autour, ou que tout le monde, m'adorait», ou quand on se met dans cette idée de: «Tout le monde m'adore, je fais ce que je veux, ouais, j'inspire», on est plus libre, on se sent libre de faire tout sans filtre, et en ouais. fait, ça devrait être la réalité. Parce que la société a créé plein de choses, mais notamment des standards de beauté, physique. Rien que ça, c'est incroyable. Pourquoi il y aurait un standard, de beauté? Le corps, c'est
c'est un cadeau extraordinaire. Ouais. Il est parfait comme il est. Je vois pas pourquoi il devrait avoir une certaine forme. Ouais. On a tous des os différents, des muscles différents. Et notre corps, il est toujours adapté aligné à nos Ouais. rêves, à qui on est. Donc une des clés de la confiance que tu partages là, c'est, justement d'apprendre à s'aimer un peu plus tel qu'on est. Ça fait partie du chemin, De s'aimer inconditionnellement tel qu'on est. inconditionnellement, ouais. C'est vraiment une des choses que la méditation m'a appris le plus. Alors, on peut parler du stress, de l'anxiété, de trucs. Mmh. La méditation m'a appris à devenir ma meilleure amie. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on est son meilleur ami ou sa meilleure amie et qu'on n'a plus peur d'être seul ou que, au contraire, même on aime être seul, que le silence nous fait pas peur, qu'on est bien. En fait, on est bien tout le temps. On n'a Ouais. plus besoin Ouais, c'est ça. d'aller toujours chercher, de Et alors s'angoisser. justement, ouais, comment, tu passes de ça, qui est énorme, hein, c'est un chemin de toute une vie pour pas mal de personnes d'apprendre à s'aimer plus, à, accomplir ses rêves, enfin avoir des rêves justement, à les matérialiser et du coup, à se projeter dans l'avenir. On a vécu ensemble une visualisation, puissante, Ouais. je t'ai rencontrée comme ça d'ailleurs, grâce à ma fille, à Luce. Comment tu passes de je m'aime plus dans le présent et j'honore le moment et finalement j'ai de la gratitude pour ce que j'ai aujourd'hui, à je veux accomplir ce qui est Mmh. d'autres choses, plus Ouais. grand. L'idée, c'est que c'est un peu comme si, aujourd'hui, dans la vie normale, on va dire, quelqu'un, de lambda, enfin, personne n'est lambda, mais quelqu'un qui est dans la société, à avoir un boulot, à construire comme moi j'ai fait pendant toutes ces années, Mmh. heu, il vit dans une cage. La plupart des gens vivent dans une cage, sans se rendre compte que cette cage, elle est uniquement faite de nos pensées. Mmh. Nos pensées, nos croyances limitantes, notre ego, donc ce qu'on veut maîtriser, de ce que les autres vont penser de nous et voir de nous, ça nous met dans une cage, Mmh. qui nous limite à faire plein de choses parce qu'on a plein de filtres, on a plein de peurs, on a plein on a la petite voix dans notre tête qui est toujours à nous dire: attention, c'est risqué, fais pas ci, fais pas ça, reste, tranquille». Hem et tout le chemin d'apprendre à s'aimer et de s'éloigner de tout ça et c'est se libérer, une couche à la fois, Mmh. de cette cage pour devenir illimité et réaliser que tout est possible Ouais. et qu'on est les seuls à se mettre des limites. Alors que quand on devient libre dans son esprit, qu'on reprend le contrôle de son esprit, parce que cette petite voix dans la tête, on peut vraiment apprendre à la dompter. À force de l'écouter, cette petite voix, en fait, c'est comme si, on utilisait notre imagination pour s'inquiéter, pour avoir peur, alors qu'on peut reprendre le contrôle de nos pensées, de notre imagination pour créer ce qu'on veut. Ouais. Et quand on arrive à un point où on s'aime, où on aime la vie, où on reprend le contrôle de nos pensées, là, on commence à décider, à choisir nos pensées, Oui. notre futur. Et à partir du moment où on se nourrit des pensées du futur qui sont excitantes, qui sont liberté, paix, abondance, tout ce qu'on veut, on commence à attirer tout ça à nous. J'aime bien le mot anglais playful, tu vois? Le côté Mmh. jouer, le jeu de Ah la ouais, vie, quoi. complètement. C'est-à-dire qu'on s'autorise, du coup, on se dit: «Ah bah tiens, puisque je suis, finalement, tout est possible, c'est illimité, ben je vais, pourquoi pas explorer, expérimenter, y aller, voir Exactement, ce c'est que ça. je suis capable de». Mais c'est ça et c'est revenir à cet état d'enfant. Un enfant quand il naît, il est playful. Ouais. Il est innocent, il est joyeux, mais c'est à force qu'on lui dise, de pas faire ci, de manger comme ça, de se comporter comme ça, de s'habiller comme ça, de parler de cette façon. Un enfant, il apprend qu'en fait, il y a des règles et il associe souvent même ça à de l'amour conditionnel. On m'aimera si je suis bien comme ça. Oui. Et donc il perd de cette, playfulness, il rentre dans le cadre et il rentre dans cette autoroute du succès qui est Qui une fonctionnait voie. avec des injonctions et Voilà, ouais, il faut pas des en fausses, sortir. voilà. Donc oui, Ouais, se reconnecter à ce ouais, se côté playful. reconnecter à ce côté. Exactement, retrouver cette innocence on n'a qu'une vie, il y a rien à attendre. On Mmh. n'a jamais vu un coffre-fort dans une tombe, Mmh. et comme je disais sur une de mes vidéos, personnellement, je connais même pas le nom de mes arrière-grand-mères ou grands-pères. Mmh. Il y a une vidéo en anglais qui dit «Everyone's gonna die and no one's gonna remember us, so Mmh. fuck it». Ouais, Et vraiment, ouais, ça paraît drôle et tout, ouais. c'est mignon, On va mais mourir c'est et ça personne va s'en souvenir, va se souvenir de soi, de nous. de nous. Ouais, on va tous mourir, personne se souviendra de nous, alors allons-y, quoi. Ouais. Vivons et même si on se dit on a un petit moment de: «Ah ouais, ce serait cool de voir les choses comme ça», on peut voir les choses comme ça, Ouais. mais ça demande de rééduquer Ouais. tout ce système de croyances qu'on a construit et c'est un système de croyances qu'une neuroscientifique, Carol Dweck, Ah qui oui, travaille ouais, je vois à qui c'est. Stanford,
elle explique comment on a été élevé. Mmh. Pourquoi est-ce que on a toujours ces sentiments de devoir se prouver qui on est, prouver qu'on est intelligent, prouver qu'on est tout ça. Et malheureusement, à chaque fois qu'on prouve, on gonfle notre ego et on a encore plus de stress parce qu'il faut continuer de prouver et prouver à chaque fois à tous les niveaux qui montent. Alors qu'en réalité, on n'a rien à prouver. On est comme on est et la seule chose qui va faire qu'on va devenir plus intelligent, plus fort en un truc ou autre chose, c'est le travail. C'est faire des efforts, c'est travailler, et plus on va avoir de passion pour ce qu'on fait, plus on va aimer le travail qu'on fait, la façon dont on se manifeste sur la terre, plus on va être fort, parce que plus on va avoir envie de travailler naturellement. Et moi, c'est typiquement ce qui s'est passé avec tout ce que j'ai recherché ces dernières années. Je l'ai fait pour moi, par passion, pour mes enfants, parce que ça m'a toujours fascinée. Et j'ai beau avoir fait tout ce qu'il fallait comme études en marketing, 12 années de marketing, j'ai jamais été autant experte en marketing que je le suis en tous ces domaines. C'est ta passion que tu as laissé, enfin ta passion, l'exploration et y aller pleinement, quoi. Y aller pleinement et de sentir que tout le monde en a tant besoin. Parce qu'au début, je me disais aussi, c'est moi, c'est mon chemin de vie, je vais apprendre ça à mes enfants, mais chacun fait ce qu'il a envie, en fait, il y a pas de règle. Et au bout de 2 ans de tout ça, le Covid est arrivé, j'avais lancé dans ma tête un nouveau projet de lancer une école après l'école pour les enfants, les ados, parce que les pensées arrivent vers 10-11 ans. Jusqu'à 10-11 ans, on est vraiment dans le moment présent. Et vers 10-11 ans, on voit d'ailleurs les ados qui commencent à être un peu bloqués, à ruminer le passé ou à s'inquiéter pour le futur. Et ils sont plus là. Ils sont là, mais ils sont plus là. Eh oh, t'es là. Et donc, c'est à cet âge-là que la petite voix arrive. La petite voix qui dit attention, fais pas ça, on va se moquer de toi. Et qu'on commence à vouloir maîtriser tout ce qu'on fait, contrôler tout ce qu'on dit, et qu'on se perd. Et qu'on se perd parce qu'on essaie d'être comme on pense que le monde veut qu'on soit. Et c'est là où on perd pied avec qui on est. Et je me suis dit, ok, parfait. C'est l'âge où il commence à se poser des questions, à se dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai lancé un camp après-scolaire. Tous les après-midi aux États-Unis. Donc, tous les après-midi, les enfants finissent l'école vers 2-3 heures. Donc, entre 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, j'avais des camps qui s'enchaînaient tous les jours. Et en très peu de temps, c'était plein, liste d'attente. Les enfants ça s'appelait comment développer une mentalité de croissance avec le yoga, la méditation, la visualisation. Les enfants débarquaient et la première chose que je leur disais, c'était à partir de maintenant, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à dire, plus rien à prouver. Et ils avaient toujours un espèce de mouvement physique de merci, et rester allongés. Et là, j'ai découvert que les enfants adorent méditer. La méditation, écouter les sons, revenir à leur sens. Oh là là, ils planent en fait. Ils sont enfin et ils sont encore très connectés à l'enfance. Et donc, de fil en aiguille, rapidement, les parents sont venus me dire tu fais des cours pour adultes? Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas bête. Et donc, j'ai lancé les cours pour adultes. Si tu fais que les enfants, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi avec la parentalité au départ. Moi, je faisais des choses pour les enfants. Après, je me suis dit, oui, mais si tu fais que pour les enfants, les parents, souvent, le problème, il y a quand même des adultes. Et les parents ont envie de soutenir la démarche en l'appliquant à eux et en soutenant leurs enfants. Donc, exactement. Et donc, j'ai lancé des cours pour adultes. Et en fait, de fil en aiguille, après, avec l'état d'esprit aussi américain, mais tout le monde disait c'est incroyable, c'est génialissime, c'est le futur. Continue. J'avais l'impression que tout le monde était sur le burn-out là. Vas-y. Je me disais ok, je continue. Et donc de fil en aiguille, une élève m'a demandé de venir faire une conférence dans sa boîte. Une autre élève m'a demandé de venir faire une conférence dans l'école de ses enfants. Et puis petit à petit, j'ai bossé dans quelques écoles. J'ai rencontré aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les counselors à l'école. Donc, c'est comme un psy qui est là pour accompagner les enfants qui ont besoin. Et même là où je me disais, là, ça va être double emploi, ils font la même chose, c'est sûr. Ils me disaient pas du tout. L'approche du psy, c'est d'être là quand il y a un problème. Et moi, mon approche, c'est d'enseigner aux enfants ce qu'ils sont pas censés savoir. Donc, c'est un cours comme un autre. C'est pas, vous avez un problème, je suis là pour vous aider. C'est, ok, il y a quelques trucs qu'on vous a jamais appris et vos parents non plus parce qu'ils le savent pas. C'est ça. Et ça va vous permettre de vivre en bonne santé, de vivre le succès, l'abondance, le bien-être, la santé, tout. Qui devrait être un droit de naissance, quoi. Exactement. Et alors, dis-moi, est-ce que tu peux donner, donc on a parlé de méditation, on a parlé de reconnexion à soi, de présence, etc. Est-ce que tu peux donner 1 ou 2 clés liées à justement cet appel vers, ok, si tout est possible, je veux manifester ou matérialiser des choses dans ma vie? Alors moi, j'ai observé, sûrement en premier,
que dans nos pays de l'Ouest, par rapport à l'Est, l'Inde, l'Asie, où ils sont OK avec l'abstrait, beaucoup plus que nous, on est hyper cartésien. On a besoin de comprendre avant de mettre en place quelque chose. Et moi, la première. Et donc, je pense que la première étape, c'est de comprendre concrètement, physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Là, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'on m'explique et après, peut-être qu'éventuellement, je vais y croire. Parce qu'on parle beaucoup d'invisible. On parle de choses invisibles et l'abstrait, c'est rapidement, on sait plus trop de quoi on parle et puis on sait plus trop ce qu'on doit faire. Donc la première étape, c'est de comprendre ce qui se passe. Et la deuxième étape, c'est de le vivre. C'est d'en faire l'expérience. Quand on a un rêve, quand on a un objectif, un vœu, une prière, quelque chose, le genre de truc qu'on dit ah j'aimerais tellement ce truc. Derrière ce rêve, il y a toujours une émotion. Et ce qu'on recherche, c'est l'émotion plus que l'accomplissement. Donc par exemple, quand on veut devenir riche, ce qu'on cherche, c'est souvent la liberté, la sécurité, le ah j'ai plus à m'inquiéter. C'est cette émotion qu'on recherche. Quand on recherche à partager sa vie, ça peut être plein de choses, hein, mais ça peut être l'amour, ça peut être la sécurité, l'équilibre, ça peut être et ça dépend de chacun. Mais derrière chaque objectif, il y a une émotion. Et ce qu'on recherche vraiment, c'est l'émotion. Chaque émotion est connectée à une fréquence vibratoire. Alors, il y a des machines qui mesurent ça maintenant. Par exemple, la joie, la compassion, l'amour sont des émotions qui nous font vibrer, nous, notre corps, à une fréquence très haute. La colère, la haine, la honte, la culpabilité, ce sont des fréquences qui sont très basses. Pour qu'on comprenne un peu mieux, quelqu'un qui est en bonne santé, bon, déjà ça se voit, en général quelqu'un lumineux, il va vibrer à une fréquence très haute. C'est pour ça que souvent il attire les gens. Quelqu'un qui va être en mauvaise santé, il va avoir une fréquence très basse. Maintenant, on a tous entendu parler de la loi de l'attraction ou la loi karmique, le karma. Donc on simplifie toujours à tiens ça c'est le karma. Mais en fait c'est un peu t'as été méchant, bah tu vas te prendre une fessée ou t'as été gentil et ça va te revenir. Et donc on dit beaucoup ça, mais parfois ça a un côté un peu spirituel alors que c'est purement physique. C'est si on émet une fréquence là, on va attirer tout ce qui est à cette même fréquence comme un magnet. Et comme les stations de radio avec... Comme les stations de radio, exactement. Et c'est l'exemple que j'allais donner parce que les fréquences, et on se dit, wow, c'est quoi ce truc? Mais pourtant, le Wi-Fi, ça, on se pose pas de questions. Tiens, j'ai pas de Wi-Fi, je suis sur mon... Ah si, c'est bon, je suis connectée, merci. Comment ça marche? Par contre, il y a pas de fil, il y a rien. Même s'il y avait un fil, on comprend pas. C'est génial. La lumière, on appuie, bon là, c'est électrique, ok, on peut comprendre la radio. Ni, c'est bon, j'ai une radio. Tout ça, c'est le monde invisible. Ce sont les ondes, ce sont les fréquences, on n'y comprend rien, mais ça marche. Mais la loi de l'attraction, ça marche pareil. Il n'y a pas plus de questions à se poser. C'est, je veux attirer cette émotion à moi. Donc là, on revient sur ce qu'on avait mis de côté. Si on veut atteindre une émotion qui est, par exemple, la confiance en soi, il va falloir réussir à vibrer à la fréquence de cette émotion. Donc, toute la pratique, toute la méthode, la technique, l'expérience qu'on va faire va être de trouver en nous cette fréquence. Ah ouais, la confiance, tu la vois comme une émotion, en fait. Ouais. Plus qu'un état... Ou est-ce qu'il y a des émotions associées à la confiance? La confiance en soi, c'est une forme de sérénité. La vraie confiance en soi, c'est réussir à pouvoir se dire « J'ai peur de rien dans la vie. Parce que quoi qu'il m'arrive, j'ai confiance en mes ressources. Je sais qui je suis. Je sais que je trouverai toujours des solutions à tout. » Et nos solutions, elles sont toujours différentes et nos environnements sont toujours différents. Mais j'ai observé dans la vie que tous, quelles que soient nos ressources, on a toujours le kit qui va bien pour se sortir de tout. Alors, par exemple, moi, quand j'ai traversé mon divorce, j'ai observé autour de moi qu'on avait tous des ressources différentes. Ma meilleure amie, elle avait un ex-mari qui était multimillionnaire. Donc, elle avait l'argent qui venait. Alors, elle a dû suivre une formation, elle a galéré sur plein de choses, mais elle avait cette sécurité. qu'elle avait ce truc-là. Une autre copine, elle avait sa famille autour d'elle. Donc, quand elle s'est retrouvée toute seule, elle est allée chez sa famille, elle a été soutenue pour repartir. Moi, j'ai trouvé une communauté dans ma communauté d'expatriés qui m'a portée. Dans mon cœur, dans ma tête, dans mes activités, qui m'a fait sortir. J'avais mon boulot. Oui, on a toujours des ressources. La vie équilibre. Ça, c'est génial. Et c'est pour ça que la méditation a tant d'importance, là, parce que déjà, dans mon extérieur, on voit les ressources qui viennent ou pas, mais parfois, on les voit pas justement parce qu'on est trop
enfin, submergé par ses propres émotions. Ouais. Et l'histoire qu'on vient se raconter aussi qui vient renforcer ça. Oui, puis Euh, parfois on se dit: «Bon, bah, machine, elle s'en est sortie comme ça, mm, donc soit moi j'ai pas les mêmes, ressources, donc j'y arriverai pas, ouais, soit, faut que je fasse pareil», alors que c'est pas le chemin que nous on doit prendre. ouais, Et donc se faire confiance, c'est savoir qu'avec les ressources qu'on a, qu'on soit hyper sociable ou, hyper, logique ou bosseur à fond ou magouilleur ou bon, je dis n'importe quoi, mais en fait, on va pouvoir faire confiance à ces ressources parce qu'elles nous ont amenés jusqu'ici, elles nous amèneront plus loin. ouais, Et c'est donc ça. ouais, la confiance en soi, c'est ce sentiment de sécurité, de sérénité, de confiance en l'inconnu. Et ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'émotions et ça veut pas dire qu'on se prendra pas des baffes, mais la vie, c'est vraiment, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Mm, Et pour réussir à en faire de la magie, eh ben, il faut aller à chaque fois et renforcer, ouais, puis la confiance en soi, c'est un cercle vertueux. ouais. Plus on gagne confiance en soi et plus on se confirme qu'on peut se faire confiance et encore et Mm. encore et encore. Et je sais que toi, tu animes des groupes, donc on peut être un peu chahuté par son environnement extérieur ou par ce qui se passe à l'extérieur. Mais le fait d'être entouré justement et de choisir un petit peu sa tribu, Ouais, ça permet de passer le cap un peu plus facilement. Toi, tu parlais des ressources de tes amis, de ta communauté d'expat. ouais, D'autres, ça va être la famille, mais la famille, on va dire qu'elle est là et ou pas des fois. ouais. Mais je veux dire, quand on n'a pas forcément d'ailleurs une famille soutenante, Mmh. ça peut être aussi d'aller ouvrir son cercle et d'aller s'entourer de personnes qui sont dans cette Complètement. dynamique. Communauté, je pense que, on est sur le chemin pour y Ouais, revenir ouais, parce que, on a tellement poussé l'individualisme à l'extrême qu'aujourd'hui on entend, hein, les recherches, les nouvelles recherches disent que la cause de mortalité numéro 1 avec le stress, c'est devenu l'isolation, la ouais, le manque de solitude. lien. L'isolation équivaut à 15 cigarettes par jour maintenant. Ah ouais. Donc on fume plus, mais on est tout seul. Et en fait, l'individualisme, c'est quoi? C'est on a été tellement poussé à être en compète pour toujours être le meilleur. Donc le meilleur, ça veut dire quoi? Ou la meilleure, c'est être au-dessus de tout le monde. Ouais. Mais quand on est au-dessus de tout le monde et qu'on a vraiment fait, le vide, et ben, on est tout seul. Ouais. Voilà. Et du coup, ben, après, on a créé des barrières, on s'est barricadé, on est le plus fort, on est le plus riche, on est le meilleur et on est tout seul. Mmh. Et l'individualisme, il va disparaître parce que notre vraie, richesse sur terre, c'est la communauté. Oui. C'est ensemble, on est toujours en sécurité. On n'est jamais seul, on est toujours ensemble, on peut arriver à tout. Ouais. Et en fait, les barrières qu'on s'est mis entre les maisons, Ouais. les gens, elle devient absurde. La compétition, c'est une vibration qui est très basse. Ouais. Alors que la communauté, se soutenir, s'aider, être là les uns pour les autres, c'est une vibration là. Ouais. Et quand on vit en communauté, mais on n'a plus à avoir peur de rien. Ouais. Mais pour vivre en communauté et être heureux, il faut être authentique. Il faut apporter à la communauté ce qu'on a à apporter. Ouais, c'est ça. Comme dans les tribus Une autrefois. tolérance. Euh, Et oui, et que chacun retrouve sa ouais. place. Avant, dans les tribus, c'était pas toi tu feras la cuisine, toi tu feras le ménage. C'était bon, ben moi j'adore cuisiner, ben, je prends ce rôle naturellement. Moi j'aime guérir, j'aime les plantes, ben je vais être le guérisseur. Moi j'adore la chasse, et puis c'est pour ça qu'aussi ça se faisait beaucoup par rapport aux forces physiques, aux aptitudes, Mm. et les rôles se distribuaient naturellement par Ouais. rapport à ce que chacun était. Mais aujourd'hui, comme les rôles ont été tagués avec des salaires, Mhm. et ben maintenant on vise des statuts, des rôles, des positions, et c'est pour ça que les gens se retrouvent dans des vies où ils se Ouais. sentent pas épanouis. Mais rien n'est jamais figé, Rien n'est jamais figé. Ouais, et tout est possible. On peut toujours à n'importe quel moment se rendre compte qu'on a fait fausse route, et on n'est pas obligé de faire tout péter tout de suite d'ailleurs, mais on peut transitionner vers autre chose. Ouais. Tout est possible, et aujourd'hui maintenant on va vivre longtemps. Et d'ailleurs, plus on a confiance en soi, plus on s'aime, plus on est apaisé avec soi, avec son environnement, et plus on va vivre longtemps. Oui, donc on va vivre plus longtemps, donc c'est important Ouais. aussi de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là Oui, et comment je vais finalement me projeter pour faire des choses oui, peut-être que j'avais pas prévues, mais qui m'appellent quoi. ouais, ouais. Donc si on revient sur les rêves justement. Oui. Donc j'expliquais que quand on cherche à atteindre un rêve, on cherche à atteindre une émotion. Oui. Et avant de rentrer dans ce que je vais vous décrire une visualisation ou comment l'expérience se passe, la première étape, qui est souvent vertigineuse pour beaucoup, beaucoup de monde, et vraiment, faut pas voir ça comme un problème, mais c'est une première étape, c'est quand on se demande: «C'est quoi mon rêve?» Mhm. Souvent, c'est une question, je vois des yeux qui s'écarquillent, mais j'en sais rien. On a Je grand pense ne plus rêver d'ailleurs. Non, et je dirais que Ouais. la majorité des personnes qui se retrouvent dans mes cours ou dans mes expériences
disent: «Mais moi, j'ai pas de rêve, c'est grave». Et non, c'est parce qu'on a été élevés comme ça. On a été élevés à travailler, à avancer, à atteindre des objectifs qui étaient déjà fixés, Mmh. grosso modo. Ouais. C'était moi, à 10 ans, je Et on nous savais que met j'allais sur le faire un bac rail, plus 5. un peu Ouais, comme un ouais, train, tu vas à telle destination, donc tu prends c'est tel ça. rail et tel train et puis tu y arriveras, peut-être. Exactement, exactement. Et en OK. fonction, en plus de si l'environnement est plus ou moins rigide, Mmh. ouah, ça va être difficile d'en sortir et de dire: «Ouais, mais moi, j'aimerais bien faire ça». Ouais. Donc souvent, on arrive à un moment de sa vie où on commence à se poser des questions et «C'est quoi ton rêve?» «Ah, j'en sais rien du tout». Les jeunes, c'est pareil, on leur dit qu'il faut qu'ils trouvent leur passion et ils sont désemparés face à cette question. On nous à l'école, c'est, «Regarde pas dehors, fais pas ci, fais pas ça, habille-toi comme ci». «C'est quoi ta passion?» «Mais je sais pas, j'ai eu aucun espace pour y penser, je suis tellement toujours, dans l'action que, j'ai plus d'imagination». Donc c'est un chemin déjà. Ouais. Et donc, commencer peut-être par, une liste d'envies, de revenir au plaisir, Ouais, parce que tu dis c'est important, c'est aussi se créer l'espace. se créer Créer l'espace. l'espace. Ouais, et puis, commencer à tourner le sur enfin, c'est très féminin, mais les hommes sont pareils aussi. C'est commencer à se dire: «Mais moi, je veux quoi?» Ouais. Parce que souvent on compose, on fait des compromis et puis d'un seul coup c'est: «Mais toi, tu veux quoi?» «Mais j'en sais rien moi, arrête, tu m'agresses». C'est ça, hein, c'est Ouais, c'est ça. presque: je sais pas, laisse-moi tranquille». Donc c'est déjà se poser la question: «Et moi?» S'il y avait que moi et que je faisais ce que je voulais. Mmh. Et moi, c'est la question que j'ai dû me poser quand le père de mes enfants est parti. J'avais toujours été donc soit dans ma famille, soit à partir de 18 ans avec lui. Et là, d'un seul coup, c'était: «Et moi, je veux quoi?» Oui. «Bah, j'en sais rien. Aucune idée». Tu les petits oiseaux là, aucune idée, le vide total, l'angoisse. Et petit à petit: «Ah si, j'ai envie de me mettre à surfer. Ah puis j'ai envie d'aller à Bali. Tiens, bah, je vais aller à Bali surfer». Et puis: «Waouh, c'est trop cool». Et puis ça après ça s'ouvre, le champ s'ouvre. Mmh. Mais la 1re fois, c'est normal de se trouver face à un vide. Ouais. Donc la liste de ses envies, des petits plaisirs, Ouais. un massage, aller se promener en forêt, faire un week-end entre copines, ça peut être n'importe quoi. Mmh. Et ensuite, on peut pousser le truc et aller vers, son rêve le plus fou. Ouais. Et ça, son rêve le plus fou, bah, au début, ça va être, oh, je sais pas, un week-end à Prague, et puis, au bout d'un moment, oh, je veux moi, ça m'est arrivé, je dis: «Ah, je veux une année sabbatique, une année off, où je travaille plus, j'ai plus aucune pression financière». Et après, bah, il y a plus qu'à faire un plan d'action. Mais avant ça, quand on commence à se connecter à un rêve, il faut se poser la question de l'émotion qu'on recherche Mmh. derrière. Et quand je fais une visualisation guidée orientée sur les rêves, ça va être une expérience où déjà on rentre dans un état de relaxation, Mmh. où le mental est moins ou plus du tout présent. Mmh. C'est-à-dire, et quand je parle du mental, c'est les déformations mentales, c'est tous ces petits filtres qui nous disent, «Non, non, mais ça, je peux pas» ou «Ça, je dois pas» ou «C'est n'importe quoi» Oui. ou et quand on sort du mental et qu'on se connecte à son corps, à son cœur, à la connexion, qu'on a à nous-mêmes, aux autres, à la nature, à la simplicité de la vie, au fait qu'il y a rien à atteindre, que Mmh. tout va bien, on arrive dans un état où on baigne dans l'illimité. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à visualiser l'impossible, Mmh. visualiser le rêve, mais juste parce qu'on rêve. Et ça, on appelle ça daydreaming en anglais. Mmh. Je parle pas des rêves, de la Oui, nuit, de la nuit, des rêves, de laisser aller, des son des imagination à envies ses envies les voisines. plus profondes, ouais. Et là, s'accorder à se dire: «Oh ben moi mon rêve, ce serait de vivre, dans une grande communauté avec des chevaux et puis je sais pas, je dis n'importe quoi et avoir, plein de chiens et puis là on se dit: «Ah ouais, là je serais vraiment bien, je serais épanouie» et puis on se visualise souriante, libre, avec une grande confiance en nous. Alors après ça peut être, on visualise une femme qui n'est pas nous et puis on comprend que c'est nous. Mmh. Parce que toutes ces émotions, elles nous appartiennent, seulement on se les autorise pas. Ouais. On n'ose pas les vivre, on Oui, n'ose parfois pas on a les besoin aussi de imaginer. passer par des Ouais. chemins, pas détournés, mais par des Si, subterfuges complètement. pour l'esprit, quoi. Exactement. Pour Il casser faut un petit peu notre mental et se i dire: «OK, c'est autorisé». exactement. Ouvrir la cage. Ouais. Dire: «C'est bon, tu peux ouvrir et tu peux rêver, c'est juste l'imagination, ça engage à rien». Mmh. Et là, on se laisse à rêver et là, on commence à se rendre compte que déjà son rêve, il est pas fou du tout. En Mmh. général, on rêve pas de marcher sur la lune, hein. Mmh. C'est vraiment les rêves les plus fous, souvent, ils sont Puis on a le très droit de se simples tromper de rêve aussi. et Parce que les rêves ça, évoluent. c'est vraiment un truc où les gens, ils ont peur aussi. «Ah ouais, mais si je posais mon échelle sur le mauvais mur et que je peux grimper et puis qu'après, je dois refaire tout le chemin inverse». Ouais. Tu vois? Mais non, tu peux changer d'échelle aussi, tu peux si tu veux. Avec complètement et ce qu'on est capable de rêver aujourd'hui, c'est Mmh. par rapport à la vie qu'on a là, Mmh. mais quand on sera dans le rêve
qu'on a rêvé aujourd'hui, demain, on aura un autre rêve. Ouais, c'est ça. Et qui tu vois, sera ce que je trouve, ce que moi, ce qui me vraiment me fend le cœur parfois, c'est, en fait, de voir des gens pendant des années, ils ont un rêve potentiel, tu vois? Ils se disent: «Bah, tiens, j'aimerais bien avoir du succès dans tel domaine» et cetera. Mais ils passent pas vraiment à l'action dessus parce qu'ils ont peur de passer à l'action Ouais, et ça le temps passe, le temps passe, le temps passe, les années passent ouais, et en fait, au bout de plusieurs années, ils ont toujours rien fait. ouais, Quand toi, tu as fait 10 milliards de trucs, tu t'es planté, plein de fois parfois, mais ouais, tu vois? Et c'est comme si tout d'un coup, quand tu commences à passer l'action, il y a les portes qui s'ouvrent, les opportunités, tout. Mais comment est-ce que c'est toi, tu ça. as, justement une clé là par rapport à ça? C'est Mmh. finalement comment je fais pour me mettre en action quand j'ai peur, quand j'ai pas encore la confiance, tu vois? Et quand on commence à se visualiser, serein, libre, bien, aligné, Mmh. on va se connecter à l'émotion. On va se dire: «Waouh, oh là là, avoir cette vie, ce serait tellement un soulagement, la liberté, le bonheur total», puis on se laisse porter et là, on ressent l'émotion. On vit l'émotion comme si on y était Mmh mh. et à la fin des visualisations, ce qui est important, c'est de commencer à se reconnecter au monde concret autour de soi, tout en gardant cette émotion et cette image Mmh. et de sentir la personne qu'on rêve de devenir, Ouais. qu'on rêve d'incarner, on la sent, venir dans notre corps. Mmh. Alors et c'est pour ça que je dis c'est une visualisation et c'est important d'être guidé parce qu'on peut pas inventer ça. C'est quand même tout un métier et tout un processus. Et c'est vrai que pour se laisser porter par l'expérience, moi je l'ai vécu avec toi. Donc pour donner un petit peu le contexte, hein, pour vous raconter un petit peu, bah, on était, sur une plage. Déjà, tu nous as mis dans un environnement plutôt cool, hein. On a la chance d'être aux Pays Basques, donc on a ce qu'il Ouais, faut au niveau environnement, niveau ouais, paysage. Tu avais apporté des casques, donc du coup, on était vraiment dans parce qu'il y a du en bruit à immersion. l'extérieur forcément, donc on était vraiment dans cet espace intime avec Ouais. soi d'une certaine manière et avec ta voix. En plus, tu as une voix douce, donc ça passe super bien, voilà et tu nous avais mis la musique qui allait bien avec et ça et donc on avait cet environnement qui était top avec les vagues, on entendait l'océan mais pas trop fort pour que ce soit Mmh. suffisamment là, un peu en background pour Ouais, que ça nous porte, ça nous berce et en même temps, on était vraiment dans l'expérience et ça comme si on était isolés, dans ouais, une bulle, dans quoi. une bulle. Ouais et cette bulle-là, c'était hyper, voilà, enfin moi, je suis partie tout de suite, hein. Ouais, Je suis partie ouais, très, très vite. ouais. Je pense que les autres personnes qui étaient avec nous aussi, parce que tu te laisses vite, Ouais et parce que vraiment c'est simple, on se recentre autour de son cœur et on sent un flot d'amour qui vient de partout, de tout le monde. ouais, On lâche les peurs, ouais, c'est ça. les peurs qui sont les mêmes pour tous, c'est de pas être aimé, Mmh. de pas être important. J'avais lu quelqu'un qui disait: «Si on pouvait tous se balader avec une pancarte qui disait, "Fais-moi ressentir que je suis importante", Mmh. et ben, tout irait bien». C'est ou une femme aussi qui disait: «Si les mecs pouvaient comprendre que la seule chose qu'on a besoin, c'est d'être rassurés, rassurez-nous tous les jours et on sera heureuse». Il y a des trucs simples comme ça, mais en fait, dès qu'on ouvre son cœur, Mmh. tout flot, Ouais. tout va. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on souffre, c'est parce qu'on ferme son cœur. On résiste, on se ferme. Mmh. Donc ouais, et c'est une expérience à la fin qui termine par, l'incarnation en mouvement de cette personne. Vraiment Ouais. sentir dans toutes ses cellules, dans son corps, qu'on est cette personne Mmh. qu'on veut atteindre, que cette personne, en fait, c'est notre futur si on laisse les choses couler Ça, c'est le et côté incarné, ancré, c'est ça dans incarner, la ancrer. matière? Ouais. Ouais. Et en fait, quand on arrive à ressentir cette émotion et à s'incarner, parce que souvent on dit: «Oh, j'aimerais trop avoir confiance en moi». Mmh. Mais si je demande: «Est-ce que à quoi ressemblerait ta vie au quotidien, toi, si tu avais confiance en toi?» Aucune idée. Mais en fait, tant qu'on l'a pas vu, visualisé, imaginé, tant qu'on sait pas vers quoi on va, ben, on va aller un peu partout, mais on sait pas trop Ouais. où on va. Mmh. C'est hyper important de visualiser Mmh. son rêve, de se visualiser dans son futur et là, on peut commencer à se connecter, à se dire: «Waouh, je vais être tellement bien quand je serai là-bas» et à partir du moment où on ressent cette émotion, il y a un truc qui s'est ouvert en nous, on vibre à cette fréquence Mmh. et tout, mais vraiment comme un magnète, va venir à nous de cette façon-là, de façon magique. On Ouais. appelle ça les synchronicités. Et là, on rentre dans tout la magie, les synchronicités, il n'y a pas de hasard, on rencontre toujours quelqu'un Ouais. pour une raison. En fait, et tout ça, c'est la loi de l'univers. Mmh. C'est quand on commence à s'ouvrir à un futur Mmh. qui est aligné avec nous, il nous arrive. Et il n'y a pas besoin de comprendre. C'est comme le Wi-Fi. Ouais, Enfin, c'est je ça. connais peu de personnes qui peuvent m'expliquer comment ça marche. Pourtant, tout le monde y croit. Ouais. C'est pareil. Ouais. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que je rebondis juste, hein. Moi, j'ai vécu des retraites énergétiques où du coup, il y a beaucoup l'émotion de gratitude, qui, nous Ouais. connecte au moment présent et qui, finalement nous place dans la plus haute émotion, dans la sphère émotionnelle ou la l'échelle émotionnelle
qui fait qu'il y a cette naturellement on va attirer des choses parce qu'on est dans le moment présent et qu'on ressent déjà de la gratitude pour ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc on attire des expériences. Je me souviens pas avoir fait à proprement parler des visualisations, ou alors je l'ai fait sans vraiment m'en rendre compte, je sais pas. Mais en tout cas, je manifestais énormément de choses incroyables, comme par exemple, tu vois, le truc fou, quoi. Tu regardes une photo dans un magazine, alors que t'as même pas posé l'intention d'aller à cet endroit, mais tu dis, ah, elle est belle cette plage et tout. Un mois après, je suis sur la plage. Sans, la vie m'a guidée, que, bah, je sais pas, je me suis retrouvée sur la plage sans même le chercher. C'est le truc fou, quoi. C'est fou, mais dès qu'on commence à, en fait, notre énergie va être et la fréquence vibratoire qu'on émet va dépendre de ce sur quoi on se concentre. Donc, si on reste coincé dans des cercles vicieux de vieilles émotions, de rancœur, de colère, en fait, on revit ces émotions et on reste dans cette fréquence vibratoire qui va attirer que ça à nous. Et c'est vrai dans les relations amoureuses aussi. Si on reste dans ces, comment on appelle ça, des patterns, Des schémas. Des schémas, en repensant à ce qui nous est arrivé, en espérant que ça nous arrive plus, on reste bloqué dans ces émotions. Si on commence à visualiser ce qu'on veut, où on veut aller, à regarder, à espérer, à y croire, on va commencer à attirer de nouvelles émotions, des nouveaux endroits et à manifester des choses auxquelles parfois on n'a même pas pensé en fait. Et il y a la notion, je pense aussi de lâcher prise, dans le sens où il n'y a pas d'attachement enfin, il y a à la fois visualiser. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah, c'est cool. Moi, je suis très contente de la vie que j'ai maintenant et si j'allais, ce serait génial, tu vois. Il y a ce côté un peu excitation, machin, mais et si j'y vais pas, enfin, je veux dire, c'est pas un big deal. Et boum, tu y es, quoi. Tu dis, waouh! Ouais, La magie de la vie, parce quoi. que je pense qu'au fil de tes retraites, tu as développé ce mindset, cette mentalité Ouais, je pense que c'est un entraînement. Bien sûr. Ouais. Alors ça, tu vois, ça c'est un truc aussi où, par exemple, on va participer à des retraites, on va faire un cours avec un coach, machin. Puis après, tu fais ça pendant un temps et après, moi la première, hein, ça m'est arrivé de pas pratiquer ensuite certaines choses que j'avais fait pendant un temps donné et qui avaient porté ses fruits. Bon, après, la vie reprend dessus, le quotidien et machin, qui fait que parfois tu te laisses un peu vampiriser par le temps ou autre. Mais le côté, moi, petit pas, enfin, j'y crois énormément, tu vois, le fait de cultiver ça, quoi. Ouais, et ça demande une discipline, c'est sûr. Ça demande une forme de discipline. Une constance. La constance, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands luxes. Hein. Plus personne n'est constant, plus rien n'est constant. C'est du one shot, la constance est clé. Un truc que tu as dit par rapport à ça, je pense que c'est un peu dans le même esprit. C'est comme tu fais du surf, tu disais en gros, le bonheur, c'est 95% où tu rames en gros et tu vas, enfin comme sur le surf quoi, tu vas être dans un moment de transition avant de prendre la vague quoi. Et les 5% où tu es sur la planche et tu kiffes, voilà. Mais le but c'est de kiffer le process avant, enfin le tout en fait, d'embrasser l'ensemble et de dire complètement. Ouais, c'est ça. On peut pas aimer surfer si on n'aime pas ramer. Et la vie, c'est pareil. On peut pas juste attendre les moments de gloire, d'épiphanie. Et c'est pour ça que les exercices de gratitude sont si puissants. Et la gratitude, elle, c'est un peu perdue dans le j'ai une vie de merde, mais il faut que je sois reconnaissant de ce que j'ai. Mais alors que c'est pas ça. La gratitude, c'est vraiment réaliser qu'aujourd'hui, on est dans un rêve qu'on avait il y a quelque temps. Même si c'est juste être en bonne santé et avoir des amis et un toit sur sa tête, en fait, il y a un moment dans notre vie, ou même quand on était enfant, on rêvait d'être là, ici, ou à Biarritz. Enfin, peu importe, il y a toujours un truc qu'on a réalisé. Et la gratitude, c'est prendre le temps de se poser 2 secondes pour réaliser qu'on est dans le rêve du passé et en train de construire le rêve du futur. Et c'est des moments qui sont hyper importants parce que sinon, on construit, on rame. Et au moment où on atteint l'objectif, c'est presque, c'était un dû, quoi. Et puis, du coup, on est déjà parti sur le challenge du prochain et on s'arrête jamais pour profiter. Alors qu'on peut passer notre vie à se dire, quel pied quand même. J'y suis. On n'a pas besoin d'un milliard de choses pour avoir de la gratitude. On peut avoir, littéralement un toit. Moi, je m'endors tous les soirs en me disant, ah, ma couette est chaude, mon matelas est douillet, pour peu qu'il pleuve, c'est le bonheur total. Et puis, occidentaux, on a un confort que beaucoup de gens n'ont pas dans plein de pays. Incroyable. On a. Rien que la santé, quoi. Mais c'est ça. Et quand on se pose pour un moment de gratitude, on peut littéralement tous les jours se dire, j'ai plus besoin de rien. J'ai tout.
Mais je sais que je vais encore avoir plein de gens, je vais encore rencontrer plein de gens qui vont m'aimer, que je vais aimer, je vais découvrir plein d'endroits, je vais faire plein de choses, je vais avoir plein d'autres challenges et c'est super. Mais là, tout de suite, Mmh. c'est déjà top. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, merci pour ce De riche rien, échange. merci à toi. Donc pour te retrouver, on mettra toutes les coordonnées, sous la vidéo. Donc tu as un compte, Insta Equanimity. Ah oui, d'ailleurs, Equanimity, c'est le nom, de ton site web et puis Ouais, mon école. ton école, voilà. Equanimity, donc je connaissais pas le mot, je sais pas si vous connaissez, c'est équanimité, ouais, c'est ça en Équanimité, français. ouais, en français. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire équanimité? Ouais, l'équanimité, c'est réussir à je pense, c'est le travail d'une vie. Mmh. Peut-être l'objectif d'une vie, le mien en tout cas, c'est réussir à arriver à un stade de paix intérieure Mmh. dans lequel, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, qu'on se prenne un gros coup dur ou un grand moment de joie, eh ben, on laisse les émotions nous traverser et on reste serein en sachant que la vie nous traverse, que les émotions nous traversent, que Mmh. on sait jamais si quelque chose est négatif ou positif. Ouais. La sagesse Exactement, ultime, quoi. exactement. Et si tu veux, juste pour finir, je vais illustrer avec cette histoire qui explique bien ce que c'est que l'équanimité. Je pense que c'est plus facile à comprendre que juste des mots. C'est une histoire que j'adore d'un fermier japonais. D'accord. Et il a 5 chevaux et un fils. Et c'est vraiment littéralement comme ça qu'il construit sa vie et qu'il arrive à manger, etc. Et un beau jour, les 5 chevaux partent, s'enfuient et il perd ses 5 chevaux. Tous les voisins viennent le voir et lui disent: «Oh, mon pauvre, quelle nouvelle terrible!» Mmh. Et il leur dit: «Peut-être, peut-être pas». Et là, ils se disent: «Waouh, il est complètement fou, il a perdu quasiment tout et il est content». Les 5 chevaux reviennent 3 jours plus tard avec 5 autres chevaux supplémentaires sauvages qu'il va pouvoir dresser. Et donc, il a gagné 5 chevaux. Ouais. Et son fils commence à les dresser, il leur monte dessus et il tombe d'un cheval sauvage et il se casse la jambe. Et là, tous les voisins reviennent et lui disent: «Mon pauvre, c'est terrible ce qui t'arrive, quelle mauvaise nouvelle». Et il leur dit: «Peut-être, peut-être pas». Et là, ils se disent: «Voilà, il est vraiment fou parce que son fils s'est blessé, ça Ouais. peut pas être une bonne nouvelle, il peut plus rien faire avec ses chevaux». Et 3 jours plus tard, il y a l'armée qui passe et qui récupère tous les jeunes hommes en âge de se battre et qui prennent à son fils. Oh waouh! Et c'est l'histoire de la vie et cet Ouais. homme, il est équanime. Qu'il arrive des choses positives, les 5 chevaux qui reviennent, ou négatives, le fils qui se casse la jambe, bah, on sait jamais trop si c'est une bonne nouvelle ou pas, c'est le Ouais. cours de la Tu vie. sauras, à plus ou moins long terme. Voilà. Et puis de toute façon, c'est comme ça C'est et on comme prend les choses comme elles viennent. ouais, ouais, ouais. Trop Ouais, bien. c'est beau, Bah, c'est hein? un joli mot de la fin. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.